Yeah, c'est l'épisode 12, l'épisode de Noël, parce que 12 égale décembre, mon Greg. Comment vas-tu, mon petit beau gosse des internets et de la radio? Ça va super bien, Adrien. As-tu été sage? Je suis très très vilain, Père Fouras. Bah non, parce que Adri, c'est vrai que tu pourrais faire le Père Noël podcast avec ta belle barbe. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il faudrait que j'aille chez le barbier, parce que ma femme m'a dit que c'était pas ouf. Enfin, D'accord. c'était pas ouf. Fallait que Non, là, j'apprenne je pense que- entretenir. Le petit costume podcast, tu pourrais distribuer tous nos colis parce qu'on est submergé de colis en ce moment à la maison. Voilà, Greg a déménagé en Laponie. L'atelier podcast. Exactement, on vous donnera des détails plus tard dans l'épisode. Au programme de cet épisode, les traditionnelles news, voilà, classique. Ensuite, une petite rubrique débutant et achat de Noël, Voilà. parce que c'est la Petite période. discussion. Au calme zouz, avec votre lait de poule à côté de la cheminée. On n'en boit pas ça en Europe du lait de poule, très américain. Bon voilà, il me regarde, il se marre. Ensuite, on enchaîne avec Maître Magouille, toujours là. L'inoxydable. Bah bien sûr. Et ensuite, nous avons une belle interview, Greg, que tu as réussi à Oui, nous on a obtenir. réussi à avoir Johan Benaroch. Enfin oui, parce que alors en off, on ne savait plus parce que alors j'écoute régulièrement la rubrique, mais est-ce qu'on dit Benaroch ou Benaroche? Parce que comme disait Adri, est-ce qu'on dit bien rock voisine? Voilà, alors le débat est là. Est-ce qu'on dit rock voisine et pas roche voisine mais dans la rubrique, ils disent Benaroche. Donc, Oui, voilà. c'est Benaroche. Mais bon, on aura Johan qui est de l'émission de 99 Sport au Canada avec Georges Larac qui a une rubrique carte et c'est super intéressant. Donc vous l'aurez Et à la c'est fin de un l'épisode. honneur de l'avoir dans le podcast. Carrément. Et après, il y aura le fameux jeu concours, en plus du Yes. calendrier de l'Avent. Donc ça fait encore un paquet de plus à emballer. C'est ça. À défaut d'emballer des meufs. Hein, on emballe des cadeaux, mon Greg. Oui, exactement. Mais bon, c'est vrai que par contre, au niveau prononciation, podcast, on est catastrophique. Entre le dernier épisode avec donc Kevin, où on lui a dit 150 fois une version différente de son prénom, et là, les prononciations, on tu voit que sais, vraiment on est amateur. Tu sais, mon Greg, je pense que c'est ça qu'ils aiment les gens, c'est l'imperfection. Exactement. Parce que trop de perfection tue la perfection. Allez, on lance le podcast. Yeah! Et c'est les news. Je suis avec mon Harry Roselmack préféré, Greg. Qu'est-ce qu'on a au programme des news de cet épisode? Ben, quelques sorties pour ce mois de décembre. Bon, après, rien d'extraordinaire. En plus, avec la pénurie, il y a certaines collections qui ont été, on va dire, décalées. Et puis, un petit melting pot d'informations avec Podcart, parce qu'on a fait plusieurs choses avec des gens, des concours. Ouais, enfin, on est un peu partout et nulle part et c'est ça notre force. Alors déjà, je vais m'occuper des sorties. 2021 Tops WWE Women Division. Alors, vous aimez les femmes, les bikinis, le catch, c'est tout ce qu'on aime. Vous avez 2021 Pop Century Metal, c'est des cartes de pop culture, de musique, on va dire. Vous avez le 2021 Immaculate UFC Collection. 2021 Star Wars Masterwork, 2021 Tops WWE Fully Loaded. Vous avez vu cet accent incroyable. Greg me fait signe qu'il faut que j'arrête de tout citer, donc Mais je non. vais terminer par 2021 Upper Deck AEW, qui est la dernière licence de catch d'Upper Deck. Voilà les amis pour les licences ouais, on s'y intéressantes. perd un peu d'ailleurs. Ah bah ouais. Mais bon, ça c'est comme la boxe et tout ça, ils savent pas se réunir. Tu peux critiquer le baseball et son lockout, mais au moins il y a une seule ligue, au moins c'est plus pratique. Voilà. Ouais, mais regarde, la MLB et le lockout, quelle est la différence entre le lockout et un match de baseball? Aucune, on voit pas la différence, on se fait chier pareil. Alors, ça c'est fait, c'est cadeau, Tu voulais c'est pour la vous faire, les hein. amis. Il est content, Ouais, il est content. ça fait 6 mois que je la bosse avec mes auteurs. Salut Jean Roucas. Voilà. Mais c'est comme la NHL et Souvenez-vous de Jean Ovechkin. Roucas. Parce qu'Ovechkin, il n'y a personne en face, donc il marque ses 60 buts, il est content. Voilà. Ah, Vous êtes vraiment. ah bah oui, ah bah oui. Vous voulez me faire du mal. Hein, Oui, vous voulez non, me faire non, il du est mal. extraordinaire. Donc voilà, et puis bah ça y est, on a fait quelques petites participations, Simon Adri. Ah bah oui, exactement. On a été à la concurrence. Oh, c'est pas la concurrence, c'est des amis.
ils nous ont invités. C'est le dernier podcast avant la fin du monde. Concurrence. C'est pas vraiment une concurrence. Et en fait, c'est un podcast. On est bien au-dessus. Non, n'importe quoi, le mec qui t'a les chevilles qui enflent. Oh non. Non, c'est un podcast sur la. C'est un podcast sur la. L'écoutez pas. C'est un podcast sur la culture, le cinéma, les jeux vidéo, bref, tout ce que nous aimons. Et ils nous ont invités en tant que spécialistes cartes. Et on s'est bien marré pendant 1h30. Oui, et puis alors, on a parlé très peu de cartes, et vu qu'on n'est pas spécialiste, on a raconté beaucoup de conneries. Mais c'était là-dedans, super. dans les conneries, je peux vous croire qu'on est spécialiste. Voilà, Ça, exactement. c'est 100%. Mais c'était vraiment une belle expérience et c'était très sympa. Ensuite, on peut souligner aussi la sortie du livre de Julien. Oui, Julien Chiron, On avait reçu. Cardsmania, là, ça y est, je l'ai reçu. Magnifique couverture, des photos. On va dévorer ça rapidement. Donc, merci à lui. On l'avait reçu dans un de nos épisodes. Donc, ça Exactement. y est. Il a un peu de l'avance même parce qu'il voulait que ce soit au pied du sapin. Et là, c'est parti. Donc, chapeau à lui. Moi, j'ai reçu le mail Mondial Relais. Voilà. Il y a ça. Et en parlant de dynamique aussi, on peut remercier Gilles Brett, donc Gilles, qui a fait deux choses. Donc déjà, il est très impliqué dans tout ce qui est associatif et caritatif. Et là, il a ouvert plusieurs en fait liens eBay avec des enchères pour les Restos du Cœur donc de Toulouse. Et donc, on lui a donné une casquette, et c'est tout à fait avec plaisir qu'on le fait. Et comme ça, tout est reversé au Resto du Cœur. Donc, on est déjà à 10 enchères. La casquette Podcart, la plus chère du monde, va s'envoler aussi pour les Restos du Cœur. Donc, c'est une super initiative. Et à côté de ça, il nous a aussi inclus dans un concours où vous pouvez gagner une Funko Pop géant de Michael Jordan. Enfin, génial. Et là, on a explosé le nombre de comptes sur Twitter, les gens qui nous suivent. Bon, il y a beaucoup de comptes concours, mais bon, voilà, après, les gens, s'ils peuvent écouter. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Exactement, comme donc on dit. merci à Gilles et Hashtag ma pauvre Lucette. voilà. On continue les expressions désuètes sur ce podcast. Greg, autre chose aussi que j'ai oublié. Si, non, j'ai pas oublié. Incroyable. Ça y est, on devient jeunes chez Podcart. Ah bon? Le serveur Discord. Ah là là, ça c'est toi qui gères. Ouais, alors les jeunes, maintenant, quand ils sont sur Internet, sur Twitch, tout ça, ils ont souvent une petite communauté qui est très active et qui se retrouve pour discuter par écrit ou par oral sur la plateforme Discord. Et ça y est, on a enfin créé notre Discord. Donc venez nous rejoindre sur Discord pour discuter, poser vos questions, etc. etc. On essaiera d'y répondre et de partager aussi tous les contenus qu'on fabrique. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et aussi en parlant de choses où là où on aime et que finalement on n'y est pas vraiment, on avait des projets aussi avec Brooklyn Fizz, mon Greg. Oui, on avait émis le souhait et le projet, même en off, de faire un rassemblement de collectionneurs du côté de Lyon. On n'oublie pas, mais alors déjà, il y a la conjoncture sanitaire qui commence un petit peu à être compliquée, donc c'est dur de planifier. Et puis on a un petit peu de mal à trouver une salle. Donc si vous êtes sur Lyon, parce que l'idée c'est de pouvoir venir du sud, du sud-est, de Paris, donc Lyon-Centre, de trouver une salle. On n'est pas contre même de faire participer les gens. Après, si on peut se retrouver. Maintenant, il y a la difficulté de trouver la salle et puis le moment, mais on n'oublie pas. Et puis, on a d'autres projets à venir pour d'autres choses. Donc, c'est pas un souci, on n'oublie pas. Puis contrairement à l'expression bien connue, il n'y a pas le choix dans la date. Voilà. Yes, les amateurs de jeux de mots comprendront. Tu l'avais déjà faite. Oui, c'est vrai. Je l'ai faite dans un épisode sur les contrepétries. Ah, voilà, exactement. Voilà. Et sinon, il y a notre calendrier de l'Avent qui cartonne. Moi, je prends le bouillon. C'est un vrai relais colis chez moi. Mais c'est de ma faute. Chez toi, en Laponie, oui, parce qu'on va vous dévoiler les petits secrets. Avec Greg, il dit j'ai une super idée, on va faire un calendrier de l'Avent et tout. Et tout, je dis oui, c'est bien, mais c'est un gros boulot, ça va être la merde au niveau logistique. Je lui dis, en bougonnant un peu, parce que je suis toujours comme ça, quand il y a des idées qui arrivent, je suis toujours un peu rababite, comme on dit dans le milieu. Rabat-joie si vous préférez. Rababite, c'est mon expression. Bon. Cacher les enfants, faut pas leur apprendre ça. Et j'avais raison, la logistique est compliquée, mais au final, il y aura des gens heureux, donc ne vous inquiétez pas, vos lots vont arriver. Non, ça y est, les premiers envois ont eu lieu. J'ai mis une dizaine de colis dans ma petite hotte, j'ai pris mon petit vélo et je suis allé à la poste, donc ça y est, il y a une bonne partie. Belle imitation de vélo. Par contre, faut mettre un peu d'huile. Si ton vélo queen comme ça, faut mettre de l'huile. Et puis, il y avait aussi le live, parce qu'on avait fait gagner des cartes pendant le live. Et oui, c'est vrai. Il y a pas mal de
ça cartes. aussi, grand moment, parce que évidemment, moi j'ai noté comme une merde les gagnants, donc on a dû revisionner le live pour voir qui avait gagné quoi. Enfin, Adrien, on est très très bien organisé. Quand tu mets Garcia, il met Johnson. Donc pour savoir quelle C'est ça, carte non, correspond. et puis Blue Jay et Blue Jet, pour moi, c'était les mêmes équipes. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pour vous dire le niveau. Une catastrophe. Mais bon, au final, on s'en est sorti. Et puis, si vous avez une autre carte, c'est prévu, on s'arrange. Mais je crois qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc voilà. Non, normalement, voilà. Et puis, s'il y a une erreur, tout est de la faute de Greg, bien évidemment. Le mec qui se décharge de tout, c'est l'enfoiré. Non, et je tenais à te remercier avec nos auditeurs d'avoir carrément, aussi. moi Bah oui, parce Non. que tu me remercies souvent, mais moi je te remercie parce que. Mais c'est toi le beau gosse. Non, Moi, non, là je remets l'église au centre du village, encore une belle expression, pour te remercier La pour Tour Eiffel au centre de Paris. Je viens de l'inventer. Non mais tu t'arrêtes jamais. Je le remercie, il rebalance derrière, c'est incroyable. Je te remercie pour le budget postal aussi, puisque Adri est souvent quand même là derrière. Tu fais pas tout, mais t'aides beaucoup aussi, hein, donc voilà. Non, parce qu'en fait j'ai un petit peu honte parce que je fais pas grand chose au niveau organisation. Enfin, je fais pas grand chose. J'ai l'impression que c'est tout le temps. J'ai l'impression que c'est tout le temps Greg qui fait tout au niveau organisationnel et au niveau réseaux sociaux. Je sais que c'est énormément de travail et moi ça me casse les burnes pour être poli. Et donc c'est Greg qui se tape tout ça et du coup j'ai des remords après et donc j'ai dit bon bah, je vais lui fournir un peu de budget parce que en plus j'ai peur qu'il divorce parce que sa femme doit en avoir ras le bol. T'imagines sa femme elle rentre d'une journée de boulot et l'autre il est en train de trier des cartes, de faire des colis et tout. Bah là c'est le cas, ils viennent de rentrer, je suis en train de discuter avec toi, elle me dit encore Adri. Ouais, c'est ça. Sa femme me déteste alors que je la connais même pas, mais voilà. Et son fils aussi me déteste. Tu nous as déjà vu puisqu'au Dugout. Je rigole. Oui, c'est vrai. Tu peux pas dire ça. Vraiment, on se connaissait pas, on n'avait plus les mêmes relations. Voilà. Pas encore les mêmes relations. Mais non, bon, écoute, Adri, merci. Je pense que c'est les news les plus longues et où on raconte notre vie, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est ça qu'aiment les gens. On fait comme Brooklyn Freeze, on fait un peu l'intérieur de l'intimité. Podcast Factory, comme tu dis, j'aime bien. C'est ça. D'ailleurs, on est au remerciement. On va remercier tous les gens qui nous soutiennent parce que c'est encore, ça nous fait chaud au cœur. Toutes les boutiques qui nous envoient des lots pour le calendrier de l'Avent. Tress and Chase. Yes. Je l'ai bien dit. Yes. Là, t'as vu. Alors on a X-Kiss aussi avec Patrick. Ah oui, Patrick qui nous a envoyé sa collection de box. Voilà, et VTT aussi, donc j'en ai déjà mis dans les colis pour le calendrier de l'Avent. Il y a la Geek Factory avec du Magic, du hockey. Ouais. Et puis on a aussi des gens qui nous envoient des choses parfois. Il y a aussi notre ami Brooklyn Fizz qui est toujours là. Zetocard qui nous a fait gagner déjà 2 cartes custom là, de basket qui sont déjà parties là, ça y est. Donc non, il y a une super dynamique et puis nous on rajoute des petits clins d'œil, donc c'est cool. Il y a aussi Sebi qui a fait une petite vidéo dans laquelle on fait un caméo, c'est comme ça qu'on dit. Yes. T'as vu le pro caméo? Super, oh non, il a fait un super montage, je vous invite à aller la voir. Voilà. Non mais voilà, super dynamique. Pour raconter. Ah ouais, je tiens aussi à remercier les amis du groupe NFL avec qui je fais enfin c'est plus, je tiens à m'excuser parce que j'ai fait le fameux Fantasy League avec le groupe du compte des Bills FR. Les gens sont tous très gentils, mais moi je suis nul à chier en fantasy et surtout en fait le gros problème c'est que j'oublie tous les vendredis de changer mes joueurs et de faire les remplacements et du coup là j'enchaîne les défaites et tous les jeudis soirs je me dis ouais je sais pas mais ça part mal. T'es pas impliqué quoi, en fait tout ce qu'il fallait être à la base. Ouais. Non mais j'ai fait la draft. Alors j'avais des prévisions pour finir 4ème suite à la draft, donc j'avais pas trop mal drafté. Et entre temps j'ai eu des blessés machin et j'ai oublié de faire les changements et je m'en excuse. Je m'excuse les amis de la NFL de vous avoir pourri votre Fantasy League. Des bisous miel tout de même, c'était gentil de m'avoir accueilli. Je crois qu'en fait les Fantasy League c'est pas pour moi, j'oublie. En fait je suis nul en date et en horaire et j'oublie systématiquement. C'est vrai, parce que là il m'a rappelé 8 fois que c'était aujourd'hui qu'on enregistrait et j'ai oublié 8 fois. Oh là là, voilà. Mon Dieu. Enfin bon. Donc je m'excuse. Voilà mon Adri, c'était les news. Bah ouais, et allez, on enchaîne avec la rubrique débutant. Comment bien débuter, comment collectionner. Let's go! Eh bien moi Adri, petite chronique shopping de Noël et aussi spécial débutant parce que c'est une demande de nos auditeurs. Donc comment tu ferais pour en quelques minutes donner des conseils pour les débutants dans la carte?
Alors ne faites pas comme moi, ne vous dispersez pas. Réfléchissez bien à ce que vous voulez collectionner dans un premier temps, car vous allez vite être submergé par le nombre de cartes et le nombre de produits, par la quantité de choses que vous pouvez amasser. Donc le mieux c'est de cibler un joueur, une équipe, grand maximum, et de vous consacrer à ça pour débuter, c'est ce que je vous conseille. Ou faire un set aussi, il y a un set des fois de base. Ou faire un set. C'est sympa. Et comme ça, vous vous fixez un premier objectif de collection qui est bien. Et surtout, ça vous évite de vous éparpiller. Parce que s'éparpiller, c'est un peu dépenser son argent pas d'une mauvaise manière. C'est-à-dire que vous allez vouloir accumuler beaucoup de choses et après, plus tard, vous allez regretter. C'est un peu ce que j'ai fait moi au début. Parce qu'en plus, le budget, surtout en ce moment, vu les prix, ça va vite. Donc si vous avez un budget un peu plus restreint, ça vous permet pendant une année, on va dire, de voir les collections, de voir ce que les autres ont. Vous faites votre set ou votre joueur comme ça dans votre coin et après, vous pouvez peut-être élargir votre centre d'intérêt. Voilà, vous pouvez demander des avis aussi à d'autres collectionneurs. Ça, c'est important d'avoir le ressenti des collectionneurs. Autre chose, vous pouvez regarder sur YouTube pas mal de vidéos qui vous montrent des ouvertures de paquets ou même des ouvertures de boîtes, parce que justement, ça va vous donner un bon aperçu de ce que vous pouvez avoir dans la boîte que vous allez acheter. C'est-à-dire que ce soit en termes de répartition de cartes et que ce soit aussi en termes de visuel et de qualité de cartes. Et par exemple en hockey, il y a Black Sheep 21, c'est un anglais ou un américain qui collectionne les Sharks de San Jose et qui ouvre quasiment un produit de chaque collection. Enfin, une collection de chaque produit Upper Deck. Ah, c'est bien. Par exemple. Et après, vous pouvez retrouver ça pour les breaks dans tous les autres sports et ça vous donne une bonne idée des produits. Ouais, carrément, c'est la force des réseaux aujourd'hui, c'est qu'entre les groupes Facebook, Instagram, où vous voyez des cartes, des visuels, vous pouvez quand même vite vous faire une idée. Mais dis donc, Jamy, où pouvons-nous acheter toutes ces cartes? Eh bien, je le fais bien. En France aussi. Fred, c'est ça? Ouais, c'est Fred et Jamy. Exactement. Oui. Avec les schémas, là, les trucs qui vous fait tout seul. Non, mais alors, moi, je suis le mauvais élève puisque je me fournis pas mal aux États-Unis, mais je m'améliore et je fais aussi fonctionner les shops français. Tu te adrianises. Je m'adrianise. Non, et j'ai quand même toujours acheté un peu en France, même si c'est pas ma source principale, parce qu'en baseball, c'est quand même un peu plus compliqué, il faut le dire. Mais on a nos amis de la Geek Factory, Copcart, Sport US Cards, Shop Cards, pardon, Trez & Chase, Brooklyn Fizz, USC Shop. Donc la liste, elle est quand même assez longue. Alors, selon les arrivages, il n'y a pas toujours sur le site le référencement, mon Adri, mais il ne faut pas hésiter aussi à les solliciter pour qu'ils commandent. C'est ça, si vous êtes de bons clients, ils vont vous commander les produits et vous les mettre de côté. Et en termes de tarifs, il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est pas forcément beaucoup plus cher que si vous allez les acheter aux États-Unis. Parce que déjà, vous achetez votre boîte aux États-Unis, après il faut se la faire expédier, faut se taper la douane. Donc bon, c'est tout aujourd'hui, c'est vrai que sacré merdier. T'as raison Adri, parce qu'avant c'était vraiment valable, parce que le dollar, c'était le rapport de force, c'était quand même à notre avantage. T'avais beaucoup de vendeurs eBay ou des boîtes américaines qui expédient en Europe et ça commence à être terminé. Et maintenant, en plus de la douane, vous avez aussi la fameuse TVA depuis juillet. Donc en plus, vous avez la douane et la TVA. Tu fais le doublon au final aujourd'hui sur une blaster box. Je prends par exemple que ce soit en hockey ou en baseball ou en basket. Eh bien franchement, ça vaut vraiment le coup de commander la fameuse double peine, TVA plus douane. Et ça fait mal. Doux, comme ça on dit dans le milieu. Vous avez aussi maintenant en Europe, vous pouvez trouver facilement vos supplies. Donc les supplies, c'est les produits qui permettent d'entretenir, enfin de protéger vos collections. Donc vous avez le supply qu'il faut absolument acheter, c'est le sleeve. Donc le sleeve, c'est la protection transparente de base. Assez souple. Ça coûte 1 euro le paquet, 1 euro l'essence, c'est vraiment pas cher. Ça, il faut pas hésiter à en acheter. Ça va dans un premier temps protéger toutes vos cartes. D'ailleurs, je fais une petite aparté, tu avais fait une rubrique très précise sur comment protéger ses cartes. Donc vous retrouvez dans un de nos podcasts une vraie rubrique que protection. L'épisode 1 de mémoire. Alors faut coucher les enfants parce que je l'ai fait sous un spectre un peu humoristique. Je crois que c'était le 2, mais c'est ça, c'est les premiers. Ah, peut-être le 2, ouais. Parce que t'étais monté en gamme en conneries, hein.
C'est ça, mais moi, je repousse toujours plus loin le plafond de la connerie. Non, mais c'était très intéressant, donc c'est beaucoup plus complet. Là, on va pas rentrer en détail, mais c'est vrai que les supplies, voilà, c'est pas évident aussi à trouver en ce moment parce qu'il y a les pénuries de matos, mais les shops français sont régulièrement approvisionnés. Voilà, et surtout qu'en plus, maintenant, il y a sur les magnetic holders, donc les protections plus haut de gamme pour les cartes, pour vos très très belles cartes. Maintenant, il y a un fabricant supplémentaire qui est Ultimate Guard et on en trouve facilement en Europe de ces produits-là. Et la qualité est similaire à ce qu'on connaît chez Ultra Pro et chez BCW. Donc, allez-y les gars. Et il y a aussi maintenant, alors on en parlera avec notre invité tout à l'heure, mais Georges Lara qui a lancé sa marque de... C'est BGL en fait de supplies aussi. Donc on en parlera avec lui. Cool. On verra. Ouais, voilà. Donc vous en trouvez. Et comme toi, Adri, tu connais les Magic parce que je sais que chez Magic ils sont en supply. Il y a plein de trucs. Il y a des boîtes, il y a des sleeves. Ils sont en fait, parce que comme c'est des cartes à jouer, t'as des sleeves un peu plus épais justement parce que comme tu manipules les cartes, c'est pour pas les abîmer. Moi j'aime bien. Et après, t'as des boîtes pour ranger tes paquets de cartes avec lesquels tu joues. Voilà. Donc vous trouvez plein de choses sur les shops en France et ça faut pas hésiter. Et toi, mon Adrien, tiens, alors c'est bientôt Noël, on va écouter cette petite musique. Qu'est-ce que t'aimerais t'offrir pour Noël, par exemple? Qu'est-ce qui te ferait plaisir déjà, dans ta liste? Je vais te faire la petite musique du téléshopping. C'était la musique du téléshopping sur TF1 avec Marie-Ange Nardi ou Pierre Bellemare. 495 francs. Voilà, belle imitation. Qu'est-ce que je vais mettre sur le sapin? Ça sent pas le sapin, hein. Sous le sapin. C'était tendancieux. Non, parce qu'on a presque compris, ça sent le sapin. Ah non, c'est pas mon style. C'est faux. C'est totalement mon style, ce genre de vanne. Et bah écoute, je pense que je vais mettre des produits qui vont nous servir pour les podcasts déjà, notamment un bras articulé pour pouvoir filmer depuis le haut de nos ouvertures de cartes. Parce que pour l'instant je fais ça avec un bras que je pose sur mon bureau, tout ça c'est pas très pratique. Et je pense que ça améliorerait la qualité de nos lives. Sinon en termes de produits américains, peut-être des cartes, mais en fait en ce moment je suis pas très hypé, c'est comme ça. Je sais pas, je suis un peu un mec blasé en ce moment. Non mais t'es sur une mauvaise dynamique. Attends, les Metal Universe, je t'ai gonflé avec ça et au final t'étais content, donc je suis sûr quand même qu'il y a des choses. Mais du sumo en BBM, ça te dirait pas ça? Ouais, mais c'est pareil, c'est introuvable. Mais non, faut passer par le Japon, machin. Non, ça je t'en trouve, ça se trouve facilement. Non mais je suis un mec blasé en ce moment, je suis pas de très bons conseils là-dessus. Mais non, peut-être un jersey, je vais voir. Ça donne envie, hein, ta liste de Père Noël. Hein. Non mais alors je vais. Oh la vache. Attends, je vais me prendre. Non mais j'aime pas trop Noël en fait. Ah merde. Pour tout vous dire. Je suis content que Noël existe pour justement gâter les enfants, gâter la famille, gâter les autres. Mais pour moi-même, est-ce que je mérite? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'année pour mériter des cadeaux? Rien. Bah si, beaucoup de choses. Donc voilà. On aimerait bien t'offrir aussi des choses. Moi, Adrien, tu offres toujours des choses. Oui, mais faites-vous plaisir. Sans comme ça, quelle boîte te ferait plaisir, même d'une autre année, ou quel produit t'aimerais ouvrir pour toi? Ah, c'est une bonne question. J'aime bien les Opichi Platinum, tiens. D'accord. Ok. C'est le genre de produit que j'aime bien dans les produits, on va dire, accessibles. Après, mon rêve ultime, mais ça, on en avait déjà discuté avec Owen de la Geek Factory, c'est de s'ouvrir du The Cup. D'accord. Alors ça, c'est le grand rêve, mais The Cup, c'était 500 balles la boîte à l'époque où c'était accessible. Donc je vous laisse imaginer maintenant en temps de crise et de pénurie. Déjà 500 balles c'était hors de prix, alors là on avait même un rêve, c'est d'ouvrir une case ensemble, mais alors là c'est du délire total. Ça marche. Non bah c'est sympa. Donc, voilà. Et toi mon Greg? Non bah moi un petit jersey de Dieter pour compléter la PC. Bah, il sera sous le sapin. PSA 42. Non qui manque. Non pas PSA, non le jersey c'est sûr. Donc l'édition 2001 là, quand c'était le World Trade Center, donc juste après, donc c'était la première fois que les World Series allaient en novembre, d'où le surnom de Jeter parce qu'il frappe un home run après minuit et on l'appelle Mr November pour l'anecdote. Mais grâce à toi, je vais sans doute m'orienter vers un cadre
comme t'as pour tes jerseys qui s'ouvre avec un cintre, comme ça je peux le retourner si je veux. Ouais. Ça coûte pas très cher. Hein. Enfin, Oui. ça coûte. Moi j'ai payé mon cadre 70 C'est €. ça, C'est c'est le disponible prix. sur Sur tous les sites, tu t'en sur trouves un peu partout. Amazon. Oui, entre autres. Après, faut pas t'attendre à une qualité incroyable. Hein. C'est pas du verre, c'est une espèce de plexiglas et tout. Mais beaucoup bon, ça, parce ça fait le que taf. le verre apparemment aussi c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux apparemment pour les jerseys, je lisais. Bah, écoute, ça marche bien moi ce que j'ai. En tout cas, ça me convient. Le seul truc, c'est que moi, je suis pas bricoleur, donc ça a été une tannée pour accrocher les cadres. Ça, c'est Et un en fait, problème. pour un mec qui sait utiliser une perceuse et qui a pas peur de faire de la merde, vous allez vous en sortir. Moi, Voilà. j'ai dû demander à mon voisin de le faire. Bah, on peut pas Voilà. être doué dans tout. Hein, et, Non, mais je suis vraiment nul à chier en bricolage. Et pourtant, j'ai une fascination pour le bricolage. Je trouve ça fabuleux, les mecs qui arrivent à faire du bricolage. Et j'adore le terme technique du bricolage. Ouais, tu vas me mettre une vis de 12 là et un tasseau de 43 en Ouais, tu utilisant sais, la meuleuse d'angle de quand 115. tu dis mets-moi un magnétique de 130 points, le bricoleur il est un peu perdu aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Et en carte, non, bah j'ai du jetter qui va arriver de ma mailbox, mais ça y est, je crois que je vais quand même calmer le jeu parce que les tarifs de la mailbox, là c'est Non, mais c'est exorbitant. n'importe quoi. Donc c'est n'importe quoi, je me fais plaisir, mais ça va ralentir un petit peu pour Non, mais 2022. moi c'est pareil, là, pour rentrer du Ovechkin, c'est une souffrance. Hein. Je regarde même plus parce que je crois que si je me paye une carte dans l'année maintenant d'Ovechkin, ce sera déjà très bien. Hein. Non, moi ce J'en que suis arrivé là, les amis. Je suis un peu comme toi, en boxe, j'ai pas besoin de gros produits. Par exemple, j'avais beaucoup aimé la Top Stadium Club qu'on avait ouverte ensemble. Donc c'est ce genre de produit que j'aime. Et Mais en fait, moi ce que j'aime, c'est ouvrir des produits avec les amis aussi. J'aime pas ouvrir tout seul, c'est ouais, de moi la aussi. merde d'ouvrir tout seul. Moi aussi, et j'ai récemment ouvert, pareil, j'étais derrière mon écran, mais avec Kevin, il a ouvert 2 box de baseball. Et en fait, j'ai adoré aussi le faire avec lui. J'ai Ouais, autant ça, c'est vibré cool. que quand toi, par exemple, tu ouvres ta box de Metal Universe, je prends énormément de plaisir maintenant aussi. Ouais, mais c'est ça qui est cool en fait, c'est le partage. Hein. C'est ça. Moi, c'est cette forme de partage que je trouve incroyable. Et Noël, c'est et le puis partage. raconter des anecdotes de merde sur les joueurs aussi, moi j'aime bien. Genre, il a une moustache, donc forcément il est fort, tu vois, C'est ça. truc qui n'a rien à voir. Alors en baseball, c'est plus compliqué parce que des fois, tu es sur des séries où il y a 300-400 joueurs et il y a plein de fois, tu te dis, c'est qui lui? Oui, bah ouais, mais c'est le baseball, en même temps personne regarde. C'est pas grave. Donc voilà. Mais non, mais bon, pour Noël, non, j'ouvrirai pas de pack. Non, mais tu vas faire une petite commande Brooklyn Fizz pour Noël. Tu vas mettre des chocolats de Noël américains sous le sapin. Ah, on va voir, parce que faut que je me calme quand même. Hein. On va repartir. Ah, oui. Il y a du diabète de type 2 qui arrive Non, ou, non. ou quoi Non, mais bon, je peux pas tout le temps. Donc voilà, mais j'espère que cette petite rubrique Noël shopping, et puis n'hésitez pas à nous demander. Exactement. Est-ce que vous voulez que je vous refasse le générique du téléshopping? Souvenez-vous, téléshopping sur TF1 très tôt le matin. Et pour tous C'était ceux génial, hein. qui ont besoin de conseils pour débuter leur collection, Ouais. n'hésitez pas. On répond sur les réseaux, on essaye. On répond, et puis surtout si vous avez si vous voulez des conseils sur un produit précis ou des précisions, n'hésitez pas parce que on a ouvert quand même une large gamme de produits, donc on peut vous renseigner là-dessus. C'est ça. Donc voilà les amis. Voilà. Parce que Greg m'a fait le grand signe qu'il faut arrêter là tout de suite la rubrique. On vous dévoile les coulisses, donc on arrête. Des bisous. Et bien après cette belle rubrique avec Adrien, il est temps de retrouver notre célèbre Maître Magouille, qui est, je crois, en Laponie. Maître Magouille, est-ce que la liaison est bonne? Très très bien mon cher Greg, monsieur le BG comme on dit sur les internets. Eh ben merci bien, mais attendez, mais qu'est-ce que vous êtes allé encore faire au fin fond de la Laponie, à part le Père Noël? Écoutez, c'est là où on trouve les cadeaux mon ami. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a un gros barbu qui charbonne dur. Eh ben, sachez que Maître Magouille est toujours dans les bons coups. Et il n'est pas exclu que je soudoie des petits lutins pour récupérer des petits cadeaux pour moi-même les revendre derrière. Eh oui. Ah oui, Et d'accord. d'ailleurs, je vous propose mon shopping de Noël. Parce que, les amis, il me reste les fameuses manettes à maquillage double fond pour vos collections, mesdames. Il me reste mon fameux scanner réparateur de cartes et plein de cartouches. Mon Beckett en or massif. Tout ça, bien sûr, il vous le faut avec votre sac à radin. Vous savez ce que c'est le sac à radin? Le sac à quoi? À radin, c'est comme le sac à sapin,
sauf que c'est fabriqué par la Magouille Company. Et alors, vous payez 50 €. Oui, c'est plus cher que le sac à sapin, mais l'avantage, c'est que vous pourrez emballer votre sapin dedans, il n'y aura aucune épine par terre. Et D'accord. l'intégralité des fonds seront reversés dans ma poche. Mais Alors alors, que- dans le... Dans le Oui. sac à sapin, avant, c'est reversé à une association caritative. Faut pas déconner. L'argent est mieux dans ma poche que dans les associations caritatives. D'accord. Mais dites-moi, j'ai vu que c'est un sac à radin, je peux vous enfermer dedans. C'est cette utilité aussi. Ah, vous êtes méchant, monsieur Greg. Sachez qu'en plus, je vois que votre podcast commence à avoir une petite notoriété sur Internet. Oui. Et je vois que monsieur Magouille est régulièrement demandé. Donc, C'est vrai. je pense que cette notoriété m'en est largement imputable. Vous avez vu comment je parle bien? Mais c'est normal, je suis avocat. Et, Donc vous voulez être donc, rémunéré dès bah, que votre nom est cité. Bah, bien sûr, les copyrights, Mon tout ça. Dieu. Mon Dieu, vous êtes affreux. Mais que voulez-vous? Votre succès international. Donc, le veut. acheter des sacs à radin, c'est important pour pas vous planter des épines dans le pied. D'accord. Bon, écoutez, mais alors, quel vaut aussi? Vous êtes allé voir des cadeaux en Laponie, mais me dites pas que vous êtes allé juste pour ça. Alors, en fait, je voulais exploiter les lutins pour qu'ils emballent aussi les cadeaux de la Magouille Production. Ah, Mais ils sont... on vous est avez pas attrapé froid. Oui, bah c'est la Laponie, on se gèle les glaouilles, hein, comme on dit. Poliment. Et forcément, j'ai la petite toux, mais bon, on va prendre du lait de poule, D'accord. Et avez-vous soigner mangé, tout ça. je sais pas, du cerf ou quelque chose là-bas? de l'élan, De l'élan. bien sûr, D'accord. c'est le plat national. Mais vous n'y êtes pour rien pour la fermeture des Buffalo Grill? Ah, alors, attendez. Bien sûr que je suis derrière tout ça. Vous savez, la semaine dernière, j'étais en France, j'étais sur l'A70 entre Noirmoutier et Alençon. Oui, Ah oui. l'A70, c'est toute la France. Bon, à un moment, j'ai une fringale, il y avait bien sûr Mathilde à côté de moi. Et j'ai dit, viens, on va vivre la grande vie. On va aller au resto routier d'à côté. Alors là, c'est moi qui ai régalé, hein. J'ai payé pour Mathilde, oui, je suis grand seigneur. Hareng pomme à l'huile, steak frites et mousse au chocolat au dessert. Vraiment le resto routier comme on aime bien. Et à ce moment-là, il y a le gérant du Buffalo Grill qui m'appelle, il s'appelle Steve. Il me dit, mec, Hippopotamus est en train de nous prendre des parts de marché. On n'est pas bien, on commence à avoir une image un peu vieillotte. Maître Magouille, que pouvez-vous faire pour redynamiser tout ça? J'ai dit, écoutez, vous m'envoyez 500K sur mon compte aux Maldives et je vous arrange ça. Et là, on finit le repas avec Mathilde, le petit expresso qui va bien, avec la petite croquette en chocolat qui va bien. Voilà, après on va aux toilettes, les toilettes à la turque, tout ça, bon, bref, le resto routier comme on aime. Et là, j'ai une idée, j'ai dit, ça y est, Buffalo Grill va s'appeler Napa Caro, parce qu'on mangeait sur une magnifique Napa Caro. Et hop, 500 000 D'accord. € de facturés pour ça. Et donc Buffalo oui. Grill s'appelle Napa Caro maintenant. Et après, je leur D'accord. dis, fini les totems, fini les Indiens et les cow-boys, maintenant vous allez faire un grill comme tout le monde fait, à l'américaine, à la mode. D'accord, mais dites-moi, fini la salade d'accueil hi-ha, et la diligence des desserts? Ben, bien sûr que si, la salade d'accueil du Buffalo Grill sera toujours là, avec la sauce spéciale du chef, fabriquée à la main. D'accord, Et- mais dites-moi, monsieur oui. Magouille, il y a juste une chose. Vous qui avez donc participé à l'élaboration de ce nouveau nom, vous pouvez pas nous mettre des cartes comme McDo faisait dans les années 90? Vous êtes chiant avec vos cartes, vous, hein, monsieur Greg. Les cartes, ça ne fait plus rêver. Ce qui font rêver les gens, c'est quoi? Ah. J'attends une réponse. Vous connaissez pas Ah, le rêve de vos compatriotes? Ah non, parce C'est la que moi je richesse, suis la vraiment... gloire et la beauté. Quoi de D'accord. mieux que d'aller manger une entrecôte froide avec des frites mal cuites dans une chaîne de restauration? C'est ça Où la tout est gloire. surgelé. Et Oui, c'est ça. de tout filmer sur Instagram pour gagner des likes, des pouces, des cœurs et faire augmenter son e-pénis. Et donc, plus on a un e-pénis, plus on est reconnu par la société. C'est ça que veulent les gens. Et c'est ce que je vends comme concept à Steve de D'accord. Buffalo Grill, qui maintenant ben, écoutez, s'appelle je Napa préfère Caro, vu aller, qu'on a signé le contrat. Je préfère aller chanter une petite chanson de country dans un karaoké. Je pense que vous aurez un petit extrait prochainement.
J'ai ma dignité. Je sais que monsieur est un fin chanteur. Bon, écoutez, Maître Magouille. Je vous ai trouvé d'ailleurs très brillant dans le podcast, le dernier podcast avant la fin du monde. Je vois que vous faites des infidélités à votre propre podcast. Sur le branding, c'est pas terrible, hein, monsieur Greg. Écoutez, je pense que nous allons nous arrêter là et j'espère que votre traîneau va s'enliser dans la neige. Non, j'ai plein de sacs à radin à vendre, hein, moi. D'accord, monsieur Magouille. Bon, bah écoutez, on va voir ça la prochaine fois, mais je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Bon, du sapin. Vas-y, là, faut les emballer, hein, les sacs à radin. Ils vont pas se faire tout seuls, hein. Allez, dépêche-toi, hein. Parce que le zloty laponien, ça me coûte des sous, hein. Allez, Maître Magouille, à bientôt. Et continue comme ça. Hein. Au revoir. C'est une belle aventure avec Podcast. Avec Adrien, on n'aurait jamais cru vivre une belle aventure aussi belle avec vous. Et c'est grâce à vous qu'on aimerait continuer une fois par mois avec nos jeux concours. Le repère de la Podcast Factory ressemble plus à un relais colis, mais on fait tout ça pour le hobby. Hi-ha! Salade d'accueil, pas que de baseball. Et oui, tout ça c'est des cartes, ça nous rend fous. Podcast. Hi-ha! Yeah les amis, ça y est, l'interview avec Johan Benaroche. On dit Benaroche ou Benaroc? Parce qu'on s'est posé la question, c'est nous en France on dit rock voisine. On a eu un doute. Ouais, non, c'est vraiment Benaroche. D'accord. Pourquoi il n'y a pas 2 à la fin? Bon, c'est complexe, mais on va le laisser comme ça. Le doute est levé, merci Johan. Alors on va te présenter à nos auditeurs. Tu es un chroniqueur dans l'émission de Georges Larac sur 91.9 Sport, une radio québécoise. Et tu as une chronique sur les cartes de sport et les trading cards. Oui, c'est ça, et je suis propriétaire avec Georges Larac et Sébastien d'une boutique dont je suis présentement. Je vais vous montrer, regardez. On voit tout le magasin avec toutes les boîtes. Je suis présentement à la boutique et je suis copropriétaire avec Georges Larac et Sébastien. C'est ça, c'est Ultimate Sport, je crois? Ultime Sport Collection. Ultimate Sport, ouais. D'accord. Ouais, effectivement. Okay. Et c'est dans quelle ville? C'est à Laval, c'est juste à 10 minutes au nord de Montréal. Alors, c'est pas vraiment comme la banlieue, on dirait en France ou à Paris. C'est un peu différent parce que Laval reste quand même un très beau territoire. Et même si on dépasse, on va un peu plus au nord. Il y a des très très beaux quartiers au nord dans les banlieues. D'accord. Mais alors, je vois les magnifiques jerseys derrière. Alors moi, j'ai une histoire particulière avec Toronto, les Blue Jays. Il y a Guerrero et aussi avec Montréal. Donc déjà la franchise de Montréal, les Expos. Je me rappelle, moi j'avais visité le stade olympique et puis après le Sky Dome à l'époque. Et ça a été le début de ma collection là-bas parce que ma grand-mère m'avait acheté un paquet de cartes donc à la boutique des Blue Jays. Donc c'est un souvenir incroyable pour moi. Alors toi, tu serais plus Expo ou Blue Jays? J'ai assisté au dernier match en 2004. Mon garçon qui travaille à la boutique aujourd'hui, qui a 19 ans et qui avait 2 ans et demi à l'époque, on avait assisté au dernier match. C'était un vendredi soir et je vais jamais oublier les larmes qui coulaient de mon visage. C'était comme si je venais de perdre un membre de ma famille. Oui, je suis très attaché aux expos. J'aimerais voir le retour du baseball à Montréal. Mais effectivement, présentement, mon équipe, puisque c'est Canada's team, alors ça reste les Blue Jays. Je suis derrière eux, je veux les voir gagner. Et voilà, mais si jamais les expos ou peu importe l'équipe qui va venir à Montréal, ben, je serai derrière elle. Et tu crois au retour? C'est vraiment un souhait de la vie? Je croyais au retour définitivement, sauf que le partage entre la proposition qu'il y a eu entre les Rays et Montréal, je doute un peu de ça pour la simple raison que l'association des joueurs vont essayer de bloquer ça. Et c'est flagrant, c'est évident. Je veux dire, ces joueurs-là ne peuvent pas avoir 2 domiciles, ils peuvent pas avoir 2 maisons, ils peuvent pas avoir les amants. On est peut-être dans le off-season pour les écoles, tout ça.
mais ça reste quand même, il faut toute une organisation derrière ça. Et c'est là où j'ai mes doutes par rapport à ça, mais effectivement, je le souhaiterais bien que, imagine les Rays, Franco à Montréal, ça serait complètement fou, là. C'est vrai. Bon, à côté de ça, vous avez les Habs, donc. Bon, c'est pas la plus belle des saisons, là. On va s'entendre. Ah oui, là, les terribles. Mais déjà, c'était quand même un peu miraculeux que vous ayez fait les finales l'année dernière. Enfin, je sais pas, moi j'ai suivi un peu de loin. C'était quand même, personne les voyait en finale en début de saison, en tout cas. Personne les voyait, mais Carey Price a tenu l'équipe sur son dos, et lorsqu'il y a un gardien de but qui est hot comme ça, tout est possible. Tout est possible, surtout au hockey. Et oui, on a atteint la finale, qui était vraiment un miracle. Mais on voit les répercussions qu'il y a présentement avec toutes les blessures. Bien sûr. Et on est vraiment dans une année de reconstruction, et c'est correct. En plus, vous avez, je crois qu'il y a Marc Bergevin qui a été licencié. C'est vraiment, vous êtes dans le dur là. Là, la radio, ça parle que de ça. Ça parle. Je me doute. Ça parle que de ça, du matin jusqu'au soir, de qui va remplacer Marc Bergevin, parce qu'il y a eu un VP qui a été signé, mais qui dit que lui va faire la job de directeur général. Puisqu'il n'est pas francophone, il ne peut pas avoir le titre officiel, parce que c'est très 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 important ici à Montréal que les dirigeants d'une grande dynastie comme le Canadien de Montréal doivent parler français. Alors Gorton ne le parle pas, il a dit qu'il va faire des efforts, mais il ne peut pas avoir ce poste prestigieux qui est le poste de directeur général. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai remarqué qu'il y avait des cours de français pour certains joueurs proposés au niveau de Montréal. J'avais vu un reportage comme ça sur Internet. Et il y a eu vraiment l'accent mis pour l'apprentissage du français, et pour l'accès au niveau du... Tout à fait. Ouais, tout à fait. Sauf que, tu vois, regarde, moi je me rappelle en grandissant en tant qu'enfant très jeune, dans les fins des années 70, début des années 80, je me rappelle des joueurs qui étaient anglophones. Ils avaient la maîtrise du français. Vraiment, ils finissaient par apprendre la langue. Mais lorsqu'on parle d'une légende, je donne un exemple comme Saku Koivu, qui est finlandais et qui est resté ici à Montréal pendant X nombre d'années, là, je ne sais pas si c'est 11, 12, 13 ans, à peine s'il savait parler le français. Alors on voit que aujourd'hui, cette génération qui joue au hockey ne font plus l'effort nécessairement, parce que de toute façon, dans le vestiaire, ça parle qu'anglais. Alors, oui, voilà, ça évolue. Voilà. Et toi, par exemple, dans ta boutique, tu as essentiellement des fans des Canadiens de Montréal. Ça reste une majorité? Oui et non, dans le sens que oui, effectivement, c'est sûr que monsieur ou madame, n'importe qui va rentrer derrière la porte, c'est sûr qu'en grande majorité, ça va être des fans du Canadien. Mais ce qu'on essaye de faire, nous, ici, dans la boutique, c'est vraiment de se spécialiser dans les 5 sports. Et quand je parle de 5 sports, c'est le hockey, le baseball, le basket, le football américain et le football en tant que tel européen. Alors, ils ont le privilège que je puisse les servir et les aider au niveau du football international, et que j'ai assez de très bonnes connaissances par rapport à ça pour les guider sur qu'est-ce qu'il faudrait acheter. Juste pour vous donner une idée, moi-même, j'ai fait un achat aujourd'hui. Je peux vous la montrer. C'est une Ansu Fati du Barça. Autographié, numéroté sur 5. Alors pour moi, ça vient me chercher, ce genre de choses. D'accord. Et tu arrives à faire des échanges avec l'Europe sur le soccer? Moins. Je veux dire, on a. Ce qui est assez surprenant, c'est que la majorité des Européens vont nous acheter plus du hockey, du basket, de temps en temps des cartes de baseball, de temps en temps des cartes de football. Mais je vois pas vraiment beaucoup de ventes de cartes de soccer, de football. C'est plus vraiment axé au hockey et au basket. C'est ce qu'on va retrouver dans les ventes qu'on retrouve européennes. D'accord. C'est intéressant là-dessus. Alors, j'ai 2 questions concernant les sports en général au Canada, surtout pour la NHL. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un retour des Nordiques de Québec ? Parce que c'est une franchise un peu mythique. Alors, je sais qu'il y a toujours des pourparlers pour une expansion. Et j'avais aussi une autre question concernant les franchises canadiennes dans les sports majeurs. Tu penses pas que c'est un peu compliqué d'attirer des joueurs dans ces équipes-là? Parce qu'il y a justement beaucoup de joueurs américains, et que pour eux, en fait, ils passent la moitié de la saison à l'extérieur, de chez eux. Non, très très bonne question. Je vais commencer avec ta première question au niveau des Nordiques.
Tu le sais qu'il y a quelques années, ils ont construit le nouveau Colisée, que un des grands milliardaires ici au Québec qui a bâti cette aréna en espérant attirer l'attention de la Ligue nationale pour avoir les Nordiques. Et pour une raison qu'on ne sait pas exactement, mais j'ai l'impression que la Ligue nationale de hockey et Batman, ils ont tendance à vouloir ignorer le marché des Nordiques. Ils se disent que probablement que le Canadien de Montréal occupe une grande partie du marché au Québec. Et c'est pas nécessaire en tant que c'est pas nécessaire d'essayer d'avoir les Nordiques pour développer un marché qui n'existe pas. Par contre, il y a des marchés américains comme plusieurs villes aux États-Unis où il y a un potentiel, dont celle qui vient d'arriver, qui était Seattle, il n'y a pas si longtemps Vegas. C'est des marchés qui sont complètement vierges où il y a le potentiel d'aller chercher des nouveaux. D'ailleurs, Seattle, j'ai l'impression que ça revient en force parce qu'il y a aussi pas mal de rumeurs dans la NBA avec le retour des Supersonics et ce genre de génial. choses. Ouais, effectivement, Seattle est une très grande ville, magnifique, juste en passant, qui est presque à la frontière du Canada. Et c'est une grosse ville avec énormément de multinationales qui sont situées là-bas. Alors au niveau du corporatif, c'est très attrayant de s'installer. Effectivement, on entend les supersoniques et la Ligue nationale est en train de fonctionner. Ce qui est malheureusement, ils considèrent les Nordiques comme étant un petit marché, un marché de hockey déjà qui est déjà c'est du dû. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils n'ont rien à aller chercher par rapport à ça et c'est pour ça que la Ligue nationale. Alors, si tu me poses la question, malheureusement, non, ils ne viendraient pas là. Maintenant, pour ta deuxième question sur les villes canadiennes, le problème avec ça, c'est que oui, effectivement, il y a tout le côté où les enfants doivent venir s'installer, mais c'est pas vraiment un problème lorsque tu vas dans des villes comme Toronto ou Winnipeg, qui sont pas majoritairement, ils sont anglophones et tu as une minorité qui parle le français. Mais lorsque tu viens à Montréal et que tu as une pression qui est énorme, en plus tu dois essayer d'apprendre cette nouvelle langue parce que effectivement ta femme doit venir, tes enfants doivent venir. Alors ça devient très 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 problématique et c'est ce qui fait en sorte que les joueurs ont beaucoup plus de difficultés à venir signer en tant qu'agent libre dans ce marché qu'est Montréal. D'accord, parce que moi je trouvais que c'était vraiment très parlant, en tout cas au niveau de la NBA pour les Raptors qui avaient du mal à attirer des gros joueurs américains dans leurs équipes. Effectivement. Et je pense que ça fait partie des raisons. Après, voilà. C'était pour ça que la question m'intriguait et comme tu es proche, je voulais avoir ton avis. Merci. Non, mais tout à fait. Mais il faut comprendre que quand même le basketball, c'est complètement. Écoute, c'est un autre marché qui est complètement différent du hockey parce que il faut comprendre aussi que la grosse majorité des joueurs dans la Ligue nationale ont un lien canadien. Oui, il y a des Européens, oui, il y a des Américains, mais écoute, je pense que c'est 55% des joueurs qui sont canadiens. Alors, aller les attirer dans un marché canadien, ils le connaissent déjà. Par contre, la NBA, il y a très peu de joueurs canadiens et c'est là où le problème est. D'accord. Et toi, alors, Johan, pour recentrer un petit peu sur les cartes, comment tu as été amené à collectionner? Comment tu as découvert les cartes? Tu as commencé quoi par le hockey? Et comment ça t'a amené jusqu'à l'ouverture d'un magasin? Ton parcours? Mon parcours date de très, très, très loin. En tant qu'enfant vivant à Montréal, mon père m'a donné l'opportunité d'acheter des paquets de cartes avec le fameux chewing-gum à l'intérieur dans les fins des années 70. Et c'est là où la passion a commencé. Au début, je comprenais rien, je voulais que la gomme. Mais avec le temps, j'ai appris à connaître, à m'adapter, à aimer le sport. Et voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai ramassé mes premières cartes comme ça. Dans les années 80, j'étais un ado et je commençais à acheter quelques cartes moi-même sans que mon père. Et c'est là où j'ai connu les grosses cartes, là, les fameuses Patrick Roy, les Mario Lemieux, les cartes recrues de ces légendes-là. Et c'est à partir de là, j'ai décroché pendant à peu près 4-5 ans parce que j'avais d'autres intérêts, évidemment, à cet âge-là. Exactement. Et dès qu'il y a eu le boom des années 90, j'avais dans ma possession 3 cartes recrues de Wayne Gretzky. Et je peux te dire qu'à ce moment-là, j'ai jamais lâché le hobby. Je l'ai toujours poussé. Même ceux qui ont abandonné, moi, j'étais toujours là. J'ai jamais pris de pause. Je collectionnais tous les sports. Il n'y avait pas vraiment de cartes de soccer.
c'était plus des stickers, mais je t'avoue que je collectionnais pas ça. C'était plus du basket, du hockey, du football et du baseball évidemment, qui était très très gros avec la Griffey, la 89, la numéro 1, je me rappelle. Et c'est là où ça s'est développé. J'ai commencé dans les fins des années 90 à commencer à ouvrir un compte sur eBay, à vendre mes premières transactions. J'en revenais pas comment l'internet avait changé la façon d'interagir et de vendre entre deux individus et que ça pouvait être international. Et à partir de là, j'ai commencé à faire ça sur le côté. Et j'ai vu que j'avais des connaissances, j'achetais des petites collections, des lots, je les revendais. Et je travaillais pour une très grosse multinationale ici en télécommunications. Et il y a à peu près 6 ans ou 7 ans, j'ai décidé de complètement lâcher ça et de vivre mon rêve, de me lever tous les matins et de triper sur des cartes de sport. Et j'appelais dans les tribunes. J'appelais dans les tribunes comme tout le monde pendant mes pauses et voilà que Georges Larac, il trouvait que j'avais des bons arguments et que un jour il m'a invité à un barbecue, il m'a dit j'aimerais bien que tu viennes et on a cliqué ensemble, on est devenus pratiquement des meilleurs amis. Et lorsque j'ai officiellement ouvert ma boutique, je lui ai dit pourquoi tu n'embarques pas avec moi, et on l'a mis comme associé. C'était l'image de Ultimate Sport Collection. Super. Et à partir de là, on est aujourd'hui avec une boutique. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a 130 000 cartes sur eBay, ce qui est incroyable. Et c'est ça ce qui fait notre force. On est le plus gros magasin de cartes sportives au Canada. D'accord, ah ouais, non, c'est exceptionnel. Alors, pour revenir à Georges, on a vraiment l'impression qu'il marche au feeling, à l'instinct, parce que quand il parle de BGL, pareil, il s'est dit, tiens, je me lance. Voilà, c'est quelque chose. Là, le magasin, il te suit. On sent que c'est quelqu'un de passion et il a le coup de cœur, il y va, quoi. Et tu sais, il m'appelle à chaque moment de la soirée, de la journée. Des fois, il peut m'appeler à 6 heures le matin et je réponds, genre, je dors. Non, mais Yoann, tu comprends pas. J'ai un deal là, tout ça. Je dis, mais on peut pas. Non. Il est très passionné dans ce qu'il fait, dans tout, je te dirais. C'est pas juste les cartes sportives, mais il est toujours là à me demander des conseils. Quand on est parti à Toronto, il m'a fait rire. Il m'a dit j'arrive pas à croire que je vais avoir le Wayne Gretzky des cartes sportives avec moi. Je lui arrête, t'exagères. Alors c'est un honneur d'être non seulement son ami, mais d'être son associé. On m'a embarqué dans cette folie, lui et moi. Et comme je dis, on vit un rêve. Moi, en tous les cas, je vis un rêve. D'accord. Et là, alors, donc, tu as fondé un magasin donc, il y a 6-7 ans. Et c'est marrant, tu parlais d'eBay parce qu'en France, par exemple, les magasins ont fermé, principalement à Paris, parce que l'arrivée d'eBay et d'Internet a révolutionné les magasins ont fermé. Et là, on est depuis le confinement, la hype avec Jordan, Kobe Bryant et puis l'explosion du marché sur quelque chose qui a une forte demande. Donc, comment est ressenti un gérant de magasin la dernière époque là dont vous parlez souvent dans votre émission, c'est-à-dire des prix de cartes incroyables, les firmes comme Topps qui vont sans doute disparaître avec l'arrivée de Fanatics. Comment tu vois le marché, tout ça là, c'est incroyable. Et j'ai aussi une question, comment tu vois l'évolution des produits aussi de fait de ton expérience? Est-ce que tu trouves que la qualité des cartes s'est améliorée ou c'est un peu en train de décliner? J'aimerais bien aussi avoir ton avis là-dessus. Parfait, je vais pouvoir te répondre à ça. Premièrement, je veux dire, le marché en tant que tel, durant la pandémie, oui, effectivement, il a explosé. Et moi, lorsque la pandémie a commencé et que la boutique était opérationnelle, on était correct, on faisait bien, tout était beau. Mais l'avantage qu'on avait, et ça, c'était quelque chose que je m'étais préparé à l'avance, c'est qu'on avait une boutique eBay qui était très, très, très solide. Et j'ai toujours dit à tous ceux à qui veulent m'écouter, qui sont mes concurrents, mais qui sont des amis avant tout, parce que moi, j'ai pas de concurrents. J'ai des personnes avec qui je travaille, d'autres magasins avec lesquels on essaye de développer un marché ensemble. Alors, si moi j'attire des clients, si lui il en attire, ces clients, on va finir par tous les partager éventuellement pour créer un marché. Mais ce qui était très important, c'est de développer ce côté Internet, ce côté de cartes, de vente. Et notre force d'être sur eBay durant la pandémie nous a simplifié les choses. Alors oui, c'est vrai que le magasin a été fermé. On essayait de faire des breaks sur le côté, mais au niveau des singles et au niveau des ventes, elles ont explosé à 400-500%. Alors c'était incroyable à ce niveau-là. Les prix montaient. On n'a jamais fait autant de revenus lors de la pandémie.
Et bien sûr, on a profité de ça. Bon, maintenant, pour ce qui est de la qualité des cartes, ça dépend à quel point de vue tu le vois. Parce que effectivement, si on la compare au moment où moi j'ai connu les cartes dans les années 70 ou même dans les années 90, et on les compare aujourd'hui, les mosaïques ou les prismes ou peu importe celles qu'on fabrique aujourd'hui, les Stadium Club Chrome, écoute, elles sont magnifiques, les cartes. La qualité, elles coûtent beaucoup plus cher aussi à produire. Je veux dire, toutes ces cartes chromées, toutes ces images. Moi, à l'époque où j'ai commencé à collectionner, c'était du papier de toilette, quoi, c'était imprimé sur de la qualité qui était vraiment abominable. Alors, si tu me demandes, moi, personnellement, de ce que je constate et que ce que je vois, effectivement, je vois une amélioration au niveau de la qualité des cartes. D'accord. Maintenant, il faut faire attention aussi à un autre problème. C'est que les cartes deviennent tellement belles qu'en même temps, épaisses et grosses, qu'on retrouve énormément de cartes endommagées avec des coins finis des fois. Bah voilà, c'est ça que je faisais allusion un peu. Ouais, alors, à ce niveau-là, ce qu'on appelle le quality control est un peu bâclé. Et il faudrait peut-être trouver un système pour mieux protéger ces cartes qu'on le fait présentement. Mais la qualité, elles sont magnifiques, mais on ne sait pas comment les mettre sous l'emballage. Et au niveau de la créativité aussi, tu trouves pas que les éditeurs se font un peu tout le temps les mêmes produits, enfin d'année en année, on revoit un peu tout le temps les mêmes cartes. Il n'y a jamais vraiment de belles créations, enfin de nouvelles grosses créations comme dans les années 90. Oui, tout à fait. On voit ça qu'il y a énormément on recopie finalement ce qu'on a créé durant ces années, l'imagination. Oui, on voit des affaires comme les Kaboom, on voit des choses qui sortent qui sont assez récentes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est trouver quelque chose qui va innover encore le marché des cartes. Je sais qu'il y a les NFT qui sont sortis, mais encore là, pour moi, c'est pas dans ce concept que je vois. Tu sais, les relics et les game used et les affaires comme ça, j'ai l'impression que c'est devenu... Oui, c'est banal presque. Les gens ne font plus attention. Mais tu crois pas que c'est aussi dû au fait qu'il n'y ait plus de concurrence? Ça manque un peu de concurrence, chacun dans leur sport. Ça fait du mal. Tout à fait, tu vois, et je veux pas dénigrer qui que ce soit comme compagnie, mais parlons de produits de hockey. On regarde Upper Deck, qui a l'exclusivité, mais je me rappelle très bien dans les débuts des années 2000, lorsqu'il y avait Pacific, il y avait In the Game Use qui était là. Écoute, il y avait une compétition qui était féroce et la qualité était géniale. Et aujourd'hui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, tu donnes des contrats exclusifs à ces compagnies-là. Alors, ils font un peu ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et ils mettent le prix un peu qu'ils veulent. Alors, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui va se passer avec Topps? Qu'est-ce qui va se passer avec Fanatics? Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est une question de temps que Fanatics va acheter Topps et va la laisser continuer, gérer sous le nom de Fanatics, Topps, peu importe comment tu veux, mais qui vont pouvoir continuer le même principe parce que on peut se plaindre autant que tu veux au niveau de la qualité ou au niveau de l'imagination, de la création des cartes, mais elles se vendent. Elles se vendent et la demande est là. Et même nous, au magasin, on a énormément de difficultés à avoir des produits de Panini et on est limité dans les quantités de cartes qu'on a au niveau de Topps. Alors, tant que ça se vend et tant que... Non, mais ça paraît fou parce que Topps, dans l'imaginaire, moi qui suis collectionneur de baseball, c'était le dernier survivant. C'était cette année, ils fêtaient là avec leur projet 70. Enfin, on se dit, c'est fou que Topps soit absorbé. On n'aurait jamais cru. Effectivement. Mais je suis convaincu que Topps ne disparaîtra pas. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir. Il y a quelque chose qui va être signé. Est-ce qu'un va acheter l'autre? Je ne peux pas imaginer que Topps ne soit plus là. Je veux dire, la 52 Mantle, c'est ce qui a créé le marché des cartes sportives en général. Parce qu'il n'y a pas de 52 Mantle. Peut-être qu'on ne parle même pas aujourd'hui de ça. On parle de cartes. Tout a commencé à partir de là. Et c'est une tradition. C'est la base des cartes sportives, ce qui est Topps et les cartes de baseball. Je vois pas ça disparaître. Ils vont peut-être redistribuer même les cartes parce que je me dis, ils vont peut-être aussi cibler de nouveau un peu plus les enfants aussi. Essayer de sortir un peu de la niche aujourd'hui faut avoir de l'argent. Du high-end.
Et ils vont peut-être essayer de revenir un peu aussi pour un public plus large et les enfants aussi, parce qu'il y a ça aussi qui est un petit peu dur en ce moment. Ouais, qui est un peu dur. Je sais qu'ils font le Big Leagues, ils font certains produits tops qui sont plus abordables, mais encore là, on s'entend que c'est pas avec ça sur quoi ils focus. Ils focus sur les gros, les grosses boîtes, ceux que les collectionneurs vont payer, les gros frais, les dynasties et toutes les cartes, les Bowman Chrome que les gens sont prêts à payer. Mais effectivement, il y a un problème au niveau des enfants parce que moi, j'ai plein d'enfants qui viennent ici et écoute, il n'y a pas grand-chose qui sont de leur budget, surtout lorsque les parents viennent ici au magasin. Mais c'est ça en fait, c'est une sorte un peu de pari, de spéculation quand vous ouvrez des boîtes au Canada, parce que chez nous c'est vraiment plus pour collectionner, pour conserver. Vous les collectionneurs en général, c'est pour pour gagner de l'argent en fait, Écoute, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Il y a celui qui veut juste ce qu'on appelle des flippers, ça veut dire qui essaye d'avoir le gros hit et le revendre tout de suite. Et tu as les passionnés aussi. J'ai plein de passionnés qui viennent ici et qui vont collectionner que leur sport. J'ai des fous de baseball. J'ai même j'ai Max qui est avec Baseball Québec, qui est un entraîneur, qui est vraiment impliqué aussi au baseball amateur ici au Québec. Et lui, lorsqu'il vient, il vendra jamais une carte. J'ai mon employé aussi ici, John. Vous voyez, il est là-bas. John, say hello. Hi there. Voilà. Alors, John, oubliez ça, il sait pas c'est quoi vendre une carte. Il a toutes ses cartes depuis je ne sais pas quand, et lui, c'est un gros fan de baseball. Il est même entraîneur pour une équipe mineure. Son fils joue à un niveau qui est très élevé au Québec, et on va se croiser les doigts que peut-être un jour, il va peut-être se faire repêcher, ce qui serait génial. Ah oui. Mais lui, c'est un passionné de baseball. Et il sait pas c'est quoi vendre des cartes de baseball, et on les a dans tous les sports. On les a au basket, on les a au hockey, on les a. J'ai même des gens qui viennent pour du football américain et ils demandent que ça. D'accord. Ah non, mais moi je suis persuadé et c'est ça qui fait plaisir parce que on évolue, pareil, hein, moi ça va faire plus de 20 ans que je collectionne, on grandit, donc on voit ça différemment, mais pareil, je lâcherai jamais mes Derek Jeter pour rien au monde. Mais il y a une autre chose qui m'interpelle, c'est aussi le grading. Je voulais avoir ton avis parce que vous en parlez souvent, donc avec PSA, avec les gradés 9-10, où à chaque fois que tu lui annonces les prix à Georges, une 9-10, la différence. Qu'est-ce que ton regard quand tu étais enfant ou années 90 et voir l'explosion de ce système? C'est sûr que c'est rendu une industrie qui vaut des milliards et des milliards de dollars. C'est pas la même chose que j'ai connue lorsque j'étais plus jeune ou lorsqu'on achetait des paquets à 35 centimes et qu'il y avait, comme j'ai dit, un paquet, un bout de chewing-gum à l'intérieur. Il n'y avait pas vraiment de valeur en tant que telle jusqu'à les années 90 où il y a eu une production qui était démesurée. Et là, le hobby il a évolué, les prix augmenté, où on est arrivé à l'apogée. Bon, la pandémie a créé un monstre qui a fait en sorte que PSA n'était plus capable de fournir la demande pour les gens qui voulaient investir et garder leur carte. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais PSA, c'est seulement pour des gens qui veulent faire de l'argent. Pas nécessairement. Parce que quelqu'un qui a eu on va prendre le cas, il a une super belle carte et il veut la protéger. Vous allez me dire, il peut la mettre dans un one touch, il peut la mettre dans un top load et il n'y a pas de problème. Oui, mais ça vaut pas la même chose que de garder une carte qui est gradée avec un grade. On sait c'est quoi la valeur, on sait c'est quoi l'investissement par rapport à ça. Et il est passionné aussi. Je veux dire, il sait que la carte, elle a été évaluée à tel grade et là, à partir de là, il la garde, il la collectionne comme ça, sans nécessairement mettre un côté monétaire par rapport à cette valeur de cette carte. Alors j'en ai moi plein de... Mais le problème qu'il y a présentement, c'est qu'à $150 US la carte gradée, ça te limite à qu'est-ce que tu peux envoyer à PSA. Parce que encore ces collectionneurs, ils veulent pas juste envoyer des cartes qui valent 1000 et 2000 et 3000 $. Eux, lorsqu'ils ont, disons, une Louis Robert recrue qui vaut $15, il y a un an de ça, ils pouvaient le faire et aujourd'hui, ils peuvent plus. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, malheureusement, ça affecte le hobby, ça affecte le côté un peu collectionneur et tout ce qu'on voit et ce qui est envoyé à PSA, effectivement, c'est pour une question de dollars.
Oui, voilà, ça a aussi amplifié le phénomène indirectement, alors que certains voulaient juste grader leurs cartes pour eux. Et Beckett, c'est pareil, ils sont débordés, ils sont... Pareil. Tout ce qui est l'industrie du grading est hors de contrôle. Il y a certaines compagnies qui essayent de sortir, comme GMA, qui a essayé de faire un effort, ou SGC, qui est situé en Floride. Mais tous les prix ont augmenté. Alors, tu sais, même ces compagnies-là, ça va te coûter 35-50 $ la carte. Quand il y a 2 ans de ça, tu pouvais faire grader des cartes à 10 $. Alors, c'est plus la même chose. C'est plus la même industrie. C'est passé complètement à un autre niveau. Et tu penses que c'est quelque chose qui va redevenir un peu plus normal une fois que ces histoires de pandémie vont se calmer, ou enfin c'est pas encore gagné vu que ça repart là, mais moi ce que je vois, c'est que il y a eu comme une courbe, hein. Tu sais, je la compare beaucoup à la crypto. Les cartes sportives ont suivi cette tendance lors de la pandémie. Ça a tellement explosé à un certain moment que tout le monde a embarqué là, et là c'est en train de se réajuster, ça va vers le bas, ça commence à baisser, mais à un certain moment, ça va rester stable, et c'est ça ce qui va être intéressant. Je pense et je l'espère que le grading va devenir plus accessible à tout le monde, que les prix vont devenir plus raisonnables, mais tous les nouveaux collectionneurs qui ont embarqué durant la pandémie, disons, on va lancer des chiffres, on va dire qu'il y a eu 100 000 nouveaux collectionneurs ici au Québec. Ben, peut-être qu'il en reste encore 40 000 de plus qu'il y en avait il y a 2 ans. Ce qui est génial, ce qui est bien. Mais ces gens veulent continuer à envoyer des cartes. Et malheureusement, on n'est pas encore rendu au point où PSA a le contrôle de tout ce qu'ils reçoivent. Et là, les prix, ils essayent de maintenir ça. Mais je le souhaite vraiment et réellement que quelqu'un va trouver un système, qu'un ordinateur va pouvoir les grader et pas l'œil humain, qui vont pouvoir le procéder d'une manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, et que les coûts vont être plus abordables pour que ça soit accessible à tout le monde. Surtout que si un ordinateur le grade, il va grader toutes les cartes de la même façon, parce que si c'est un humain, peut toujours y avoir un facteur subjectif. Mais je le vois. Et c'est pour ça que PSA, j'en avais parlé lors d'une de mes chroniques, où non seulement c'est l'œil humain qui va le grader, mais il passe la carte quand même sous un scan, et ils prennent comme une empreinte digitale. Et là, à partir de là, qu'est-ce que les gens faisaient dans le passé? Ils n'étaient pas contents de leur grade, ils cassaient le case et ils renvoyaient la carte. Là, à partir de maintenant, PSA veut plus que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent à chaque carte qui est envoyée là-bas comme un genre de scan digital, où chaque petit filament, chaque petit pixel est digitalisé. Et ça, ils le gardent pour pouvoir protéger, parce qu'effectivement, on le voyait, selon la subjectivité, c'est que des fois tu recevais des 8 et des fois tu pouvais recevoir des 10 sur la même carte. Alors, c'était un problème. Et alors, tu parles d'ordinateur, il y a toujours une question qui s'est revenue un petit peu avec Doncic, la signature, sa fameuse Lulu à la main. Comme quoi, certains disaient que c'était sa maman qui signait. Est-ce que tu en as déjà discuté avec Georges? Est-ce que on peut affirmer que Georges, il est signé des fois 1000 cartes à la main? Est-ce que on a des doutes des fois sur l'authenticité des autos? J'aimerais bien te trouver la chronique dont j'ai parlé exactement de ça. Je pense il y a à peu près un mois de ça, où je parlais de la fameuse signature que Doncic, que sa mère signait, qui avait une différence, et que ce qu'on appelait dans le jargon des cartes sportives, ou dans le monde des cartes en général, ça s'appelait des ghost signatures. Alors des ghost signatures, c'est vraiment des gens qui signent pour toi. Et lorsque j'en ai parlé à Georges, il s'est mis à rire. Et il m'a dit, j'aime mieux pas mentionner des noms, parce que je ferai, excusez-moi, mais un vrai bordel, quoi. Oui, d'accord. Donc c'est répandu depuis plusieurs années. C'est répandu. Il connaît des gens qui sont dans le domaine du hockey, qui donnaient ça à leur tante et à leur oncle et à peu importe à qui, pour pouvoir signer, qui maîtrisait la signature. Et bon. Il y avait aussi en NFL, je crois que c'est Prescott qui avait utilisé un autopen, ou je sais plus, un gars des Cowboys, je sais plus. L'autopen est un classique, effectivement. Ouais. Mais ça aussi, c'est détecté beaucoup plus vite pour le coup, parce que c'est toujours une signature régulière. Non, mais la signature, elle est exactement pareille sur 5000 copies. Il n'y a pas une petite différence. Alors, tu le vois tout de suite. Non, mais bon, c'est intéressant. Après,
on se dit toujours je suis content d'avoir cette petite pièce du joueur et puis de savoir que ça peut être quelqu'un d'autre, c'est moins drôle. Mais bon. Là, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Tant que tu le sais pas, malheureusement, ben voilà. C'est pas qu'une légende. Ouais, c'est ça. Non, bon, après, c'est comme ça, mais on se rend pas compte. Après, c'est sûr qu'un joueur, je crois, comme Doncic, il doit recevoir je sais pas combien de milliers de cartes à signer. C'est vrai qu'entre les interviews, les matchs, les entraînements, quand on doit lui amener ça le soir à l'hôtel après le match, ça doit être moins drôle. Non, ça doit être moins drôle. Et en plus, les contrats qu'il a avec Panini pour signer, les ententes, les agents de joueurs, l'association, c'est compliqué à gérer tout ça. Mais il faudrait qu'on trouve un système qui devrait être un peu plus crédible, malheureusement, parce que mais j'ai pas la solution, malheureusement. Non, mais alors c'est marrant parce que tu parles d'association de joueurs et toi qui aimes bien le soccer, et on a le cas avec Panini en France, donc qui reste sur du stickers, mais là l'association des joueurs de foot commence à s'interroger en France parce qu'ils n'étaient pas rémunérés sur leur image et le nombre de stickers vendus à leur effigie. Et en fait, ça y est, comme ils ont vu l'essor des cartes et des trading cards aussi de soccer, parce qu'ils voient passer les cartes qu'ils signent et puis les valeurs, et ça commence à bien monter. Et là, le syndicat des joueurs commence à titiller Panini sur les stickers, sur les ventes. Donc tu vois, ça fait le cheminement aussi en France là-dessus. Voilà, c'est une question de temps, mais j'ai une question pour vous. Ok, je ne sais pas à quel point vous êtes des fans de football européen, mais pourquoi Mbappé ne signe absolument rien? Est-ce que vous savez? Alors, j'en ai strictement aucune idée. Par contre, moi je pense que déjà en Europe, franchement, la collection de cartes de foot comme vous aux États-Unis et au Canada, avec des signatures, des morceaux de maillot et tout, ça n'existe pas vraiment. Nous, chez nous, quand on achète des cartes, c'est les stickers Panini encore. Et si on veut trouver les produits que tu cites avec des signatures de joueurs de foot ou des morceaux de maillot de joueurs de foot, faut aller les acheter dans vos boutiques au Canada ou dans des boutiques américaines ou dans des boutiques très très spécialisées. Mais on n'en trouve pas en Europe. On trouve que les stickers Panini. On a vraiment Et donc je pense que c'est une des raisons parce que le marché principal n'existe pas en fait. Développé. Ok, tout à fait. Mais j'ai vu par contre qu'il y a certains produits qui sortent, qui sont exclusifs à l'Europe, et j'ai constaté, c'est juste une constatation, qu'effectivement le marché de l'Angleterre était quand même un peu plus développé. Oui, beaucoup. Et il y avait quand même des magasins, il y avait quand même des produits retail qu'on retrouvait un peu partout versus le reste de l'Europe. Non, ils ont une firme donc en Grande-Bretagne qui est, comme tu dis, même en baseball, il y a beaucoup de collectionneurs, mais en quelques années, ça a explosé. En soccer, Tops Yuka fait donc leur collection, et là il y a des joueurs de soccer qui signent, si tu dois en retrouver. Mais Mbappé, j'ai pas l'explication. Alors il est peut-être aussi sous contrat avec une boîte, c'est possible qu'il soit sous contrat avec une boîte concurrente de Panini et qui signe pas les Panini, je sais pas. Je sais pas, moi je vois pas du tout de ces autographes nulle part. Nulle part. Et j'ai l'impression que c'est un choix qu'il a fait comme plusieurs athlètes. Ouais, tout à fait. Oui, comme ça au moins. Mais bon, après c'est vraiment intéressant, mais c'est vrai que nous, la culture collection de cartes est vraiment différente du stickers à la trading card. Ils ont tenté dans les années 90, on a eu Padec en France avec Clear aussi. Et ça a marché, il y a eu un engouement, mais bon, voilà, c'est pas à la même échelle. Et d'ailleurs, tu prends même d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou l'Angleterre, ils sont encore plus puissants que nous. Et c'est pour ça qu'il y a eu des difficultés pour les magasins à exister, parce que l'arrivée d'Internet a décimé les quelques magasins. De toute façon, pour les grands fabricants comme Topps, Upper Deck et Panini, l'Europe n'est pas vraiment un marché en fait. Ils préfèrent se concentrer sur les États-Unis et le Canada. Et l'Asie aussi. L'Asie. Ouais. Rajoute l'Asie parce que surtout Panini est en train de se concentrer beaucoup sur le marché asiatique parce qu'il est extrêmement payant, et on le voit avec tous les produits qu'ils font. Panini Asia au basket ou même au football européen. Je vais utiliser le mot soccer pour pas qu'on se mélange. Oui, mais effectivement, on le voit, on le constate énormément qu'il y a des produits qui sont spécifiquement exclusifs à l'Asie. Et ça nous cause des problèmes. Ça nous cause des problèmes ici au Canada parce que ils nous dénigrent littéralement, parce qu'ils nous considèrent pas en tant que tels comme un produit ou un pays américain. Il y a les États-Unis, United States of America, et il y a le petit Canadien qui est là. De vente comme
Comme nous en Europe, quoi. En Europe, ils refusent quasiment de vendre à des revendeurs. Ah non, mais moi j'ai fait la demande. Écoutez, je suis pas là pour dénigrer qui que ce soit, mais juste pour vous donner une idée à quel point Panini est puissant. On leur vend nos produits BGL, c'est-à-dire nos protecteurs, tout ça. On a un accord commercial avec eux et ils vont commencer probablement à les utiliser dans certains des produits qui vont ouvrir. Il y aura les top loads BGL, tout ça à l'intérieur, versus ceux qu'on retrouve de Ultra Pro. Mais de contrepartie, ils veulent pas nous donner la possibilité de vendre des boîtes. On a été refusé. On a fait la demande. Oh ouais. Ils ont dit non, on ne vend pas. Tu vois, c'est le genre de choses qu'on entend en Europe quand des petits shops ouvrent. Ils arrivent même pas à avoir Panini ou même Upper Deck ou même pour vendre, même ne serait-ce que des quantités limitées. Ils refusent systématiquement. L'Europe n'existe pas. Mais et pourtant, nous, ça se vend. Hein. Les amateurs de basket, je peux te dire qu'ils sont capables de payer 2-3 fois le prix que vous payez aux États-Unis pour ouvrir une boîte. Je sais tout à fait, je vous suis et j'ai énormément de clients français qui nous commandent des boîtes et on leur expédie par la poste. C'est vrai que des fois, ça peut être un peu long parce que le shipping, l'expédition coûte excessivement cher, mais on arrive à envoyer à plusieurs personnes, on a plusieurs clients qui nous envoient des messages sur notre page Facebook et nous demandent qu'est-ce qu'on a comme produit de basket, surtout le basket, je vous dirais, et on leur expédie. Ouais. Mais le problème aussi, c'est que nous, derrière, il y a la douane et que maintenant, ils ont renforcé la douane et maintenant, ils sont bien sévères. Donc ça rajoute encore aussi à la difficulté de se procurer des produits chez nous en Europe. Et question, parce que c'est une question que je me pose énormément lorsque je mets la TVA ou VAT en anglais et que on le voit présentement dans toutes nos expéditions européennes, même dans des petites enveloppes, elles sont là. C'est quoi le pourcentage à peu près? Je sais que ça change d'un pays à l'autre. 19,6. 19,6. Ok, wow. C'est énorme. Okay. C'est énorme parce que maintenant, on a éventuellement la douane, voire quasiment la douane, plus cette TVA. Et elle est applicable à plus les frais de port. Plus les frais de port basiques. Donc en fait, si tu veux ton produit, avant nous, on commandait au Canada, aux États-Unis, c'était toujours valable entre le dollar, même, tu avais la douane, c'était encore valable. Aujourd'hui, avec la TVA, c'est hors de prix. Et puis même, tu vois, des fois, il y a eu des commandes groupées, mais des grosses commandes groupées de cases ou de plusieurs boîtes réunies entre collectionneurs. Et une ou deux fois, ils se sont fait choper en douane et ils ont quasiment payé l'équivalent de leur commande en frais de douane. Hein. Donc quand il y a des pénalités, Oui, voilà. Et puis surtout si tu importes des... Là, c'était par exemple, genre, je sais plus, une grosse commande, quoi, une case ou quelque chose comme ça. Forcément, pour eux, c'est de l'import business, quoi. Enfin, donc derrière ils vont taper fort, alors que c'est des collectionneurs qui ont économisé, qui se sont réunis et... Alors bon, Johan, on s'organise. Moi, tu vois, j'ai une petite mailbox aux États-Unis, donc je me fais expédier mon produit aux États-Unis et après, une fois que j'ai mon gros colis, je me fais renvoyer tout ça en France. C'est ce que les gens font habituellement. Voilà. Je sais, mais ce qui est triste, c'est que et je comprends que bon, il faut payer des taxes, tout ça, je le comprends. Mais c'est triste que la politique endommage notre hobby et notre passion. Totalement. Et lorsque j'écoute des histoires comme ça, ça vient vraiment me chercher. Non, puis même quand tu vois, on se fait importer même des cartes qui n'ont pas de grosses valeurs, des bases ou des trucs comme ça. Même là-dessus, ou des cartes d'occasion, on peut se prendre la douane et ça nous coûte plus cher d'importer des cartes que la valeur de la carte en elle-même, quoi. Ah ouais, non, c'est devenu un budget. Enfin, moi, je te prends mon joueur Dark Jeter, tu sais bien sur le marché comment ça a explosé. Bon, j'ai certaines cartes qui ont pris de la valeur, mais je les garde, donc bon, c'est pas trop important. Mais maintenant, quand je veux certaines cartes, quand je vois le prix, plus maintenant les faire revenir, t'en fais revenir 2 fois moins qu'avant. Une boîte, c'est au lieu d'en ouvrir une par mois, par exemple, c'est une tous les 2-3 mois parce que tu peux plus te permettre. Donc c'est vrai, comme tu dis, ça nous impacte. Et puis pareil, excuse-moi. Juste question pour toi juste avant, parce que je vois que je vois ton nom, Derek Jeter fan. Jeter fan plutôt. Est-ce que tu es un fan des Yankees aujourd'hui ou t'es pas du tout? C'est juste Derek Jeter qui t'a fasciné, c'est quoi? Ouais, moi alors donc j'avais fait mon voyage à Toronto comme je t'expliquais. Premier paquet de cartes, j'ai eu les Victory donc des Blue Jays et là je me suis dit j'adore le baseball. Je me suis mis à jouer. En France, je me suis documenté. C'était le début d'Internet et là je suis tombé sur les séries donc Subway Series, l'aventure 2001 après le World Trade Center, Mr November et depuis j'ai jamais lâché. Je suis allé à New York.
Je suis allé au Yankee Stadium, je suis allé à Fenway, je suis allé au London Series. Donc j'ai toujours suivi les Yankees et cette fameuse quand même équipe qui a accompagné Derek Jeter en tant que capitaine. Et je t'avoue que maintenant, même si c'était une très grosse équipe, c'était des millions de dollars, je suis beaucoup moins fan de ces dernières années des Yankees. Mais je reste un Yankees puisque voilà, j'aime. C'est que mon partenaire Sébastien, qui est associé avec moi, il est tatoué de partout des Yankees. Et lui, alors vous accorderez à merveille. Parce qu'il a un gros tatou, là, je pense, de Derek Jeter sur lui. Là. C'est un gros passionné. Ouais. Bah ouais, non, j'ai plus de 2000 cartes. Là, tu vois, à Noël, je vais avoir son maillot Russell Athletic dans un cadre. Alors, j'avais pris fan parce que si tu veux, à l'époque, je cherchais un pseudo. Mais en fait, je suis pas vraiment un fan, comme on dirait, je suis pas dans l'adulation, mais c'est le joueur qui m'a fait rêver, qui m'a fait découvrir, qui a fait que j'ai pris un billet. Ma première année de boulot, j'ai économisé, je me suis payé mon voyage tout seul à New York, j'avais 18 ans et je suis allé au Yankee Stadium, tu vois. Donc c'est quand même voilà. Et les cartes en fait me font, parce qu'ici le baseball en France, il y a que 10 000 licenciés, c'est une petite niche, mais j'aime bien aussi ce côté un petit peu exclusif. Et si tu veux, c'est ce qui m'accompagne depuis toujours à travers les cartes. Donc, génial, bravo. Voilà. Et j'ai reconnu votre logo podcast Rated Rookie et fameux de Don Ross. On peut pas, les vrais connaisseurs le voient tout de suite là. Voilà. Et donc si tu veux, nous on aime bien aussi parce que moi j'aime bien ton émission, j'aime bien qu'on parle de cartes parce que nous en France, quand tu dis je suis collectionneur, j'ai un podcast où il y en a qui ont écrit un livre et tout ça, tu te dis waouh, c'est quoi? Alors que vous, ça paraît normal si tu veux. C'est ça paraît normal, mais des gens, lorsqu'ils voient le succès qu'on a et surtout de la vieille génération et que lorsqu'ils me demandent mais qu'est-ce que tu fais, Johan? Je leur dis j'ai un magasin de cartes de hockey. Parce que c'est la manière la plus facile de comprendre. Oui. Et ils me regardent avec des gros yeux comme mais non, mais ça se peut pas, tu vis pas de ça. Ah quand même. On a les mêmes ça en ici, France. alors je peux te le confirmer. Et j'ai beaucoup de familles qui habitent en France. J'ai une tante, j'ai un oncle, j'ai de la famille qui habite dans la région parisienne. Et pour eux, que je travaille dans ce domaine, ça les fascine, ils comprennent absolument rien. C'est génial. Moi, je trouve que c'est génial parce que alors, tu vois, souvent ce que je dis, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, surtout en France, je disais pas que je collectionnais les cartes. Parce que si tu veux, pour les gens, c'était c'est un truc de gamin, ça n'a rien à voir. Et je l'assumais. Et maintenant, au contraire, je suis vraiment fier et j'aime bien expliquer. Et quand les gens, le plus marrant, c'est avec cette histoire de pandémie. Alors moi, la valeur, je m'en fiche parce que je garde mes cartes. Mais quand je leur dis, oui, j'ai acheté la RC, donc la SP de Jeter, pour $60 et maintenant tu la vois partir à PSA 10 à 10 000, tu sais, tout de suite les gens ils te disent ah ouais, tu vois. Ouais, dès que tu parles de valeur, les gens se réveillent. Ouais. Ah oui, mais non, mais c'est sûr, parce que personne n'est capable de s'identifier avec la passion que tu as au niveau de ce sport et au niveau du joueur et au niveau de la collectionner. Alors la seule manière de leur expliquer, moi aussi ça m'arrive, c'est de leur expliquer, voilà, elle valait tant et là j'ai ça et voilà ce que ça représente. C'est toujours le côté, le signe dollar. Tout à fait. Nous en Europe, les gens ils connaissent même pas les sportifs qu'on collectionne. À part les très très gros, genre Michael Jordan, Tiger Woods et compagnie. Mais moi, par exemple, je fais Ovechkin. Je dis Ovechkin aux Européens, ils me disent c'est qui quoi. Ils connaissent pas. Et qu'est-ce qui t'a fait pourquoi j'ai fait Ovechkin? Pourquoi Alors moi j'ai 750e but, mais alors j'ai toujours regardé la NHL. Parce qu'en France, on avait une chaîne de télé qui s'appelle Canal+, qui passait les sports américains, la NBA, la NFL et la NHL. Et j'ai tout de suite adoré le hockey. Alors j'ai beaucoup aimé mon premier coup de cœur, c'était les Red Wings de l'époque d'Yzerman, avec les matchs contre les Avalanches et compagnie. Classique. Et après, il y a Ovechkin qui est arrivé dans la ligue, et là... incroyable quoi. Le joueur, j'ai tout de suite flashé sur sa façon de jouer, sa manière de patiner, sa manière d'attaquer quoi. Il m'a fait quelque chose. C'est un joueur exceptionnel. Il m'a touché, et pour te dire, moi qui suis pas très sensible ou des choses comme ça, quand il a soulevé la Stanley Cup là en finale face au Golden Knights, j'ai lâché ma petite larme. Tu vois, c'est pour te dire l'effet que ça m'a fait. Tu sais, je parlais de ça tout à l'heure. Tu connais un peu ces cartes recrues, tu les connais bien? Oui, je les connais bien. Malheureusement, j'en ai jamais eu, mais... Non, mais attends. Il y a 6 ans de ça, j'ai vendu sa Young Gun High Gloss numéro 1/10, gradé BGS 9.5
pour $3 500. Est-ce que tu sais combien elle vaudrait aujourd'hui, Je sais Saskia? pas, je dirais $15 000, même plus, même. Non? Elle serait pas loin du 100 000. Oh la Wow. vache. Ouais. Déjà, pour nous, Ah. c'est. Ouais, 3000 déjà. Moi, j'ai déjà mis, par exemple, 300 € dans une Ovechkin. Mais déjà, je trouve que le tarif est déraisonnable. Mais alors là, quand tu me parles des 10 000 €, des trucs comme ça, pour moi, c'est l'espace, tu vois. Non, tout à fait. Non, imagine, parce que là, tu parles de la numéro 1 de 10, la Young Gun, la High Gloss. C'est vraiment une. D'abord, c'est la première sur 10. Et en plus, elle a été évaluée 9.5. Moi, je l'avais vendu et il n'avait pas gagné de Coupe Stanley à ce moment-là. Et on le considérait comme étant un flop parce qu'il gagnait rien. Ouais, et c'est regarde ça. depuis. Et tout le monde, plus, a tendance aussi à. Tout le monde préfère Crosby aussi, faut le dire. Enfin, Plus maintenant. Ouais, j'ai vu que maintenant, depuis qu'il a fait sa Stanley, qu'il est en train de battre le record de Gretzky, c'est pas sûr. Mais il va le faire. Sa cote va monter, monte. Moi, je regarde beaucoup et je vois que les cartes, ça devient presque intouchable maintenant pour moi. Non, tout à fait. Et je peux te dire que il y avait le show ici ce week-end, l'Anti-Expo à Montréal. Oui. Et écoute, tout le monde parlait que d'Ovechkin. Et les cartes étaient, ses cartes à lui, ses cartes recrues, étaient ce qu'il y a de plus cher. C'était ce qui se vendait le mieux. Et je peux te dire qu'elles se vendent présentement à peu près, pas tout à fait, mais ça s'en vient à peu près à 2 fois le prix de Crosby. Alors, ce qui est incroyable. Et toi, Johan, c'est entre guillemets, c'est l'une des cartes, je parle pas de regret, mais où tu te dis, mince, j'aurais peut-être dû la garder. C'est l'une des cartes. Ouais, écoute, j'en ai plusieurs. Lorsque tu es dans ce domaine depuis X nombre d'années, il y a plein de cartes que tu regrettes. J'avais une Mantle 52 qui était d'une beauté exceptionnelle et qui était gradée authentique parce que moi, je l'avais demandé comme ça et je l'avais vendue il y a 12 ans de ça à 3700 US. Aujourd'hui, cette carte, l'état, je me rappelle très bien comment elle était. C'est une carte de $40 000. Alors. Mais on peut pas regretter ça, je veux dire. Non, c'est trop facile à dire après, on va dire. Je peux te dire aussi des cartes que j'ai vendues qui valent absolument rien aujourd'hui. Alors, oui, voilà, c'est ça, la balance. Oui, ça s'équilibre. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci Johan, c'était super intéressant. À n'importe quel moment, vous avez juste à me demander, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. C'est vraiment cool. C'est super très gentil. On va faire cet épisode 12 là, donc 1 heure d'entretien avec toi. Tu passeras le bonjour à Georges de notre part. Sans faute. De toute façon, je pense que vous allez m'envoyer le lien et lui-même il va le partager dans sa page. On va vous envoyer tous nos épisodes et en tout cas, c'est un immense honneur de t'avoir eu. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars d'avoir pris le temps et encore merci et continuez comme ça parce que ça fait plaisir de voir des passionnés de tout âge et de tout univers. Vraiment. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez, Johan, merci. À bientôt beaucoup. les gars. Bientôt, au revoir. Allez, salut. Au revoir. Bye. Au revoir. Et oui les amis, ça y est, vous êtes tartinés 2 heures d'épisode, c'est le moment que vous attendiez tous. Oui, tartinés, comme la fameuse pâte au chocolat et aux noisettes qui ne contient pas de noisettes mais de l'huile. Alors, Greg, concours qui proposait ce que j'appelle la fête à Gigi, c'est-à-dire beaucoup trop de cadeaux. La pochette surprise, comme quand on était à la boulangerie, quand on était gamin, t'avais un cône et t'avais plein de trucs dedans, c'était génial. Et ben là c'était pareil, c'est ça. Plein de choses, figurines, cartes, Funko Pop, de la nourriture de Brooklyn Fizz, un gros colis, impeccable pour Noël, au contraire. En fait on a fait le grenier de la podcast production, on a tout foutu dans un carton, on a dit c'est pour le gagnant de l'épisode de Noël. C'est ça, mais moi je trouve qu'il aura des jolies choses, donc non, c'est voilà, cool. Donc alors mais qui gagne donc ce concours? Eh ben tirage au sort, il fallait suivre notre ami Kevin, donc Libraire se cache, nous suivre aussi également, et c'est un fidèle auditeur je crois, c'est Pecoman02. Bravo, félicitations. 02, il doit être de l'Aisne. Ah, tu crois que c'est ça? Lens, Soissons, dédicace. Il était fan de Jeter aussi, connaissent. le numéro 2. Ouais, ça y est, fallait qu'il ramène tout à Jetters. Jetters. Oui, c'est vrai, moi je le dis Jetters. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je fasse un sel ou poivre d'Eric Jetters ou à jeter. D'accord, ça me dirait bien. Comme dans Burger Quiz, toi, Camille. J'aime bien. Ouais, à faire, à développer. Et voilà, bravo, voilà. Félicitations, je pense que tu seras content parce que contrairement à Adri, tu n'es pas aigri.
C'est ça, alors que moi je suis un vieux con. Et c'est ça qu'on aime. On aime quand je bougonne à l'antenne. C'est ça qui vous fait vibrer. Alors, allez. La générosité ne s'arrête jamais sur Podcart. C'est ça. On vide les placards. Il n'y a plus de budget. Ouais, là on est en train de quémander un peu à tout le monde pour nous envoyer des lots. Et cette fois-ci, on régale avec une box pour Noël. Yes, une belle box. Une box de 2020-2021 MVP. Alors c'est un set de base avec des cartes recrues et un paquet bonus en supplément. Ouais, c'est ça, du hockey. Donc Adri, t'es aux anges, hein, là c'est ton domaine. Bah, bien sûr. On remercie la Geek Factory puisque c'est eux qui nous ont fourni encore une nouvelle fois cette magnifique boîte. Merci. Cette boîte. Et puis j'ai envie de dire comment on peut la gagner cette magnifique boîte. Mais dis donc, Jamy, que faut-il faire pour gagner cette box? Bah vas-y. Le mais dis donc, Jamy va rester. Bah vas-y. Alors, il faut, attention, écoutez-moi bien, hein, soyez attentifs. Il faut poster une photo avec une carte ayant un rapport avec l'esprit de Noël. Alors, soit un sportif barbu, soit un sportif qui porte un bonnet de Père Noël, soit un sportif habillé en rouge, soit un sportif de l'équipe de Rennes. Voilà. Les Rennes, du Père Noël. Un jeu de mots. Voilà. Vous, même en Père Noël. Un sapin. Ayant des cartes aussi, ça passe. Mais il faut qu'il y ait cet esprit de Noël. Voilà. Et ce sera l'occasion de récompenser le vainqueur comme un cadeau de Noël. Et la créativité aussi. Exactement. Et puis pour changer un peu des fameux RT follow hashtag. Exactement, bah faudra RT follow quand même. Bien sûr, c'est la base. C'est la base, il faut que les pouces bleus frétillent et que les e-pénis des compagnies qui fassent les concours augmentent. Exactement, et surtout que le Twitter de Adri clignote, comme le sapin de Noël. Ouais, alors ça me stresse toujours quand ça clignote, vous le savez. Et puis il y a le Discord de Podcart aussi qui clignote, alors j'essaie de gérer tant bien que mal. On a notre petit succès et c'est sympa. En tout cas, ce sera sans doute le dernier ou l'avant-dernier épisode de l'année. Merci à tous. De l'année, pas de la création de l'humanité. Non, mais de l'année 2021. Ah, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu me quittais en live. Et là, mon petit cœur a lâché. Non, on voulait vous remercier vraiment infiniment pour la fidélité parce que ce soit sur YouTube, sur Encore, donc les podcasts, les lives, vous nous le rendez vraiment et on fait ça exactement pour ça. Tout à fait, Thierry. T'as changé de nom, t'as vu. On vous remercie parce que ça fait chaud au cœur. C'est parti d'un petit délire entre potes, hein, voilà, sans prétention, et ça commence à prendre une ampleur. Et maintenant, on gagne $10,000 par mois, c'est magnifique. Merci, au revoir. Ce serait génial, mais c'est faux. Non, on s'éclate. On va s'arrêter là hein, parce qu'on commence à dire des conneries. Mais on s'éclate. Merci à tous et j'espère qu'on continuera à vous régaler, à vous divertir, c'est le principal, parce que nous, on s'amuse, mais c'est que vous aussi, vous vous amusez. Exactement. On se retrouve l'année prochaine pour le prochain épisode. Voilà, bonne fête de fin d'année, et merci. Oh, la vanne de beauf. À l'année prochaine, t'as vu ça? Allez, salut les amis.